tous. Du coup, moi, je m'appelle Adenis. La dernière fois que j'ai pris un micro, c'était pour un karaoké, ça s'est mal passé. J'espère que là, ça sera mieux. Du coup, si je vous disais qu'il existe un front-end intelligent, efficace, si je vous disais qu'il existe une manière de développer votre front-end différemment, qu'est-ce que vous en penseriez ? Du coup, je m'appelle Adenis, je suis partenaire solution consultant chez Adobe. Avant ça, j'ai travaillé pour Capgemini et Accenture. Et aujourd'hui, on va parler de Edge Delivery Services et Adobe Commerce. Donc, pour l'agenda de la présentation, la session d'aujourd'hui, on va parler pendant une quinzaine de minutes de Adobe Commerce Storefront. Donc, on va parler des challenges aujourd'hui qu'on rencontre pour développer un storefront. Qu'est-ce que c'est que Edge Delivery Services ? Pourquoi ça peut être intéressant ? Et enfin, quelles sont les implications pour l'existant ? Puis ensuite, Étienne va nous parler de JCPro et d'un cas concret, d'une implémentation concrète chez un client. Et puis on finira par une petite session de questions-réponses. Alors, si on parle un peu des challenges qu'on rencontre aujourd'hui pour développer un storefront, on sait que c'est une entreprise qui est coûteuse, qui est complexe, qui présente de nombreux défis, des complexités. On sait que quand les projets sont importants, avec des architectures complexes, maintenir et avoir des bonnes performances, c'est pas simple. Je vous donne un petit chiffre comme ça, mais si votre site met environ 5 secondes à charger, vous pouvez être sûr qu'il y a 90% des visiteurs qui quittent la page. Aussi, on sait que l'approche traditionnelle aujourd'hui, c'est des blocs de front-end, des blocs monolithiques, avec certes, qui sont robustes, qui peuvent aider, qui peuvent être un bon point de départ, mais qui sont assez stables et qui ne sont pas faits pour des customisations. Ça peut être compliqué de faire une petite modification, ça peut être compliqué de les maintenir, ça peut être compliqué de les faire évoluer. On sait aussi qu'on a des storefronts de référence, Luma, Progressive Web App. C'est pareil, c'est robuste, c'est des bons points d'entrée, mais ça nécessite du travail pour des petites customisations, ça s'adapte pas forcément à tous les besoins ou aux besoins spécifiques des clients. Et aussi, d'autre part, on sait que c'est basé parfois sur des technologies qui peuvent être un peu anciennes, Knockout.js, jQuery, ou sinon des technologies telles que React qui peuvent demander plus de savoir-faire. Enfin, on sait que quand on a une architecture avec des briques différentes, des third parties, ça peut être aussi compliqué de maintenir du code cohérent. Et finalement, on navigue dans un paysage qui est assez complexe, à la fois en termes technologiques et en termes d'impact financier pour le business. Et donc, ça nous permet du coup de parler de Edge Delivery Services. Je suppose que vous en avez déjà un petit peu entendu parler, ce qu'on appelle plus communément maintenant EDS. Donc, qu'est-ce que c'est que EDS ? Adobe Edge Delivery Services, EDS, c'est une suite de services modulables, composables, qui vont en fait faciliter à la fois le développement, la création et la diffusion du contenu. Et ces services-là utilisent la puissance des CDN et de l'Edge Computing. Donc, de manière simplifiée, les CDN, l'Edge Computing, c'est diffuser les ressources au plus proche de l'utilisateur, et traiter localement. Et donc, ces mécanismes que EDS implémente nous permettent d'obtenir des performances qui, comme vous pouvez le voir, sont plutôt bonnes. Donc, on a des Core Web Vitals qui sont excellents. Et ça, c'est vraiment un point important de EDS, c'est qu'on arrive à avoir des performances qui sont excellentes. Et ça nous pose du coup la question de pourquoi EDS ? Pourquoi EDS peut être important pour la croissance de votre commerce ? Bien, comme on l'a dit, il y a déjà l'aspect performance. On sait aujourd'hui que les performances, c'est crucial. Je vous donne un autre chiffre, mais si jamais votre site se charge en environ 1 à 2 secondes, le taux de conversion moyen peut dépasser les 40%, ce qui est pas mal. Et donc, du coup, quand on a des meilleures performances, on a des bénéfices tels qu'une meilleure découvrabilité. Et donc, meilleure découvrabilité veut dire augmentation du trafic organique. On a un classement dans les moteurs de recherche qui est amélioré, et donc du coup on gagne en crédibilité, on pousse aussi les utilisateurs à acheter.
Et on a encore plein d'autres avantages, mais ces avantages-là ne sont pas uniquement liés à la performance. On a aussi des avantages technologiques. En fait, EDS est basé sur des technologies standards, JavaScript, Vanilla, HTML, CSS, qui permettent en fait d'avoir des ressources assez rapidement, finalement, qui vont maîtriser, qui vont monter en compétence rapidement sur ces technologies-là. Et puis, les mécanismes aussi propres à EDS permettent d'améliorer le déploiement, le développement. On va développer plus vite. Et puis aussi, on va avoir, comme je le disais, des meilleures performances. Et tout ça, donc les aspects à la fois performance et les aspects technologiques, vont permettre d'avoir un meilleur time to market. Et qui veut dire meilleur time to market veut dire qu'on peut lancer des produits plus rapidement, on peut créer du contenu plus rapidement. Et donc, on peut avoir une meilleure organisation opérationnelle, on peut avoir de l'agilité qui va venir ici s'introduire dans ce schéma-là et qui va permettre en fait de se focus vraiment sur des choses qui vont apporter de la valeur ajoutée. Et donc, du coup, on va pouvoir parler de, OK, on sait ce que c'est que EDS maintenant, on sait ce qu'on a comme challenge, on sait pourquoi EDS peut être important, peut être intéressant pour vous. Et maintenant, on va parler des implications pour l'existant, pour Adobe Commerce aujourd'hui. Donc, dans l'idée, on va passer de, bien sûr c'est un schéma, mais d'une architecture monolithique, traditionnelle que vous pouvez voir, complexe, qui peut imbriquer les couches métiers, la couche logique, la couche de présentation, l'accès aux données, qui rend parfois, souvent, les évolutions, les maintenances, les mises à jour complexes. Et donc on va passer de ce type d'architecture à quelque chose de plus moderne. On va passer à une architecture qui est headless, composable, API first, comme vous pouvez le voir. On va avoir notre storefront, notre front-end, qui va être composé de blocs et de ce qu'on appelle les commerce drop-in components, qui vont s'appuyer sur nos services. Nos services, ce sont des services qui sont découplés, qui sont exposés via API, qui vont venir soutenir justement nos commerce drop-in components. Et tout cela va être diffusé grâce à Edge Delivery Services, qui va permettre justement d'avoir cette rapidité, cette scalabilité et ces performances. Et donc finalement, on passe d'une architecture un peu complexe, où il y a des imbrications financières technologiques, à quelque chose de plus moderne, headless, qui va être vraiment plus fluide et qui va accélérer justement la mise sur le marché de nos nouveautés. Et donc maintenant, je vais passer la main à... dernier point. Justement, une question qui revient souvent, c'est comment je passe de ce que j'avais avant à la nouvelle manière de faire ce Adobe Commerce Storefront. Eh bien, pas de panique, on n'est pas obligé de migrer tout d'un coup, de tout refondre d'un coup. On peut le faire de manière progressive. Et d'ailleurs, c'est la stratégie qu'on appelle la progressive migration. Donc, c'est une stratégie progressive de migration où on va pouvoir, en fait, le faire par bloc. Et donc, là, ces étapes-là, elles sont interchangeables. Elles dépendent aussi de ce que vous voulez implémenter, bien entendu. Mais dans l'idée, c'est, sur les projets qu'on a implémentés, à peu près les temps qu'on peut avoir pour migrer brique par brique. Et je vais laisser du coup maintenant Étienne vous en parler un peu plus en détail et il va nous parler de JC Perrot. Merci Adonis, bonjour à tous. Alors, je vais vous parler d'un cas concret qu'on a implémenté pour un client qui s'appelle JC Perrot. Juste avant ça, je vais présenter très rapidement ce qu'est Valtech. Donc, c'est une agence qui a été créée en 1993 en France et qui a grossi et on est maintenant 80 bureaux et 8000 personnes. On est partenaire d'Adobe depuis plus de 20 ans. On a un niveau Platinum au niveau partenariat. On a plus de 150 experts Adobe Commerce partout dans le monde. On accompagne Adobe depuis plusieurs années sur EDS. On a été parmi les premiers à faire des migrations vers EDS. Auparavant, on a aussi participé dans un VIP programme à la migration vers PWA. Donc on est très attentif à ce qui se passe sur Adobe Commerce et sur EDS.
On a des offres packagées qu'on appelle Always 100, donc qui correspond à l'objectif Google Lighthouse. Je vous invite à aller voir la petite vidéo YouTube que notre expert Christopher Brabender a faite et qui explique un petit peu notre offre. JC Perrot, donc c'est une entreprise canadienne qui est basée au Québec et qui propose en fait, qui fait de la vente de meubles, d'électroménagers et de matelas. Donc elle offre plus de 15 000 références dans 100 marques, sur 100 marques différentes dans 7 magasins avec 2 expériences différentes, donc JC Perrot et Expérience 67. Donc la vision du client et les challenges, en gros, c'était d'amplifier l'expérience client aussi bien dans les magasins qu'en ligne. Et c'était aussi de centraliser les produits. Dans notre mission, on avait aussi la partie PIM, l'implémentation d'Akineo. Donc voilà, centraliser la gestion des produits et améliorer et implémenter une plateforme e-commerce à l'état de l'art et plus performante. Et donc avec les problématiques du client de l'époque, donc des références, des catalogues produits difficiles à maintenir, des opérations manuelles assez fastidieuses, des fonctionnalités ERP limitées et des actions marketing lentes à réaliser. Donc on a implémenté la nouvelle solution à partir d'Adobe Commerce et de Edge Delivery Services. L'idée c'était de proposer une expérience e-commerce direct to consumer bilingue qui s'aligne avec les objectifs du client. La petite originalité de ce qu'on a développé, c'est que on a proposé la contribution du contenu des pages de promotion et des pages de contenu en document authoring, donc ce que propose EDS. Donc l'idée, c'est de contribuer le contenu dans des pages, là en l'occurrence SharePoint. Ça peut être aussi fait sur Google Drive, donc avec des Google Docs. Donc les pages, le contenu des pages est contribué sur des pages Word dans SharePoint. On a implémenté aussi Adobe Live Search pour le catalogue et le search. On a implémenté Adobe Sensei pour tout ce qui est IA pour le cross-selling et l'upselling. On a également branché Akineo pour la synchronisation du catalogue et on a également branché l'ERP pour tout ce qui est prix et l'in-store availability au travers d'un outil qui s'appelle Celigo. Donc ça permet pas de brancher directement l'ERP mais de se baser sur cette plateforme d'intégration. Comment on a délivré la plateforme ? Alors, ça n'a rien révolutionné, l'utilisation d'EDS. La durée du projet, ça a été 9 mois en incluant toute la phase de montée en compétences sur l'outil. Alors on est parti d'une team qui était déjà expérimentée sur Magento, Adobe Commerce et sur des front-end développeurs qui étaient expérimentés. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un peu de training par nos 2 experts, donc Christopher et Justin, qui ont pris 2 jours pour montrer un peu ce que c'était que DS, quelles étaient les différences, les points d'attention à avoir. Et après, on les a accompagnés tout le long du déroulement du projet. Et en sachant qu'on avait également implémenté Akineo 1 an auparavant pour ce client. Donc, ce qu'on peut voir en retour d'expérience sur EDS, c'est que déjà, en termes de modèle de déploiement de CI/CD, c'est beaucoup plus rapide. En fait, tout est déjà disponible. Grâce à EDS, on a déjà une pipeline de déploiement qui est là. On a juste à se brancher dessus. Alors, c'est basé sur des GitHub Actions, donc s'il y a des modifications à faire, on peut les faire. Mais par défaut, ça marche très bien. On n'a pas à se préoccuper de ça. On a un fort découplage front-end et back-end, c'est API first, donc on a la main totale sur le front-end. On a des librairies qui sont disponibles qui permettent de faire les choses de base du storefront, mais on peut aussi faire nos propres customisations dans le front-end. On a un nombre d'environnements illimité.
grâce à EDS, nombre d'environnements front-end, grâce à EDS, en gros, une branche Git égale un environnement. Donc si on a besoin d'un nouvel environnement pour tester une nouvelle fonctionnalité, on crée une branche Git et on a l'environnement qui est accessible immédiatement. On n'a pas fait de customisation sur la partie core commerce. L'idée, c'est, comme le disait Régis tout à l'heure, c'est vraiment de ne plus modifier le core, c'est vraiment de se baser sur les app builders et sur la partie front-end pour la perso du storefront. Ce qui implique que les mises à jour du cœur sont très rapides. On met moins d'une demi-journée à prendre en compte les évolutions du cœur. Vu qu'on ne fait pas de customisation, c'est beaucoup plus rapide. Et on a, c'est quand même la promesse d'EDS, des performances qui sont bien meilleures que si on était parti sans EDS. Je vous invite à aller voir, aller faire un petit page speed sur JCPero, c'est plutôt bon. On a quand même noté des limitations dans le live search. Pour l'instant, on a des choses qui sont encore faites manuellement sur cette partie-là. Des règles de classement manuel. On a peu de personnalisation sur le live search, mais bon, je pense qu'Adobe est en train de travailler là-dessus. On a une petite montée en compétences qui est nécessaire quand même sur EDS, même si derrière, c'est du CDN, c'est du GitHub, c'est GitHub Action, etc. Il y a quand même des choses, notamment sur la partie document authoring, qui sont pas forcément, qui sont un peu déroutantes. Également, pour le troisième point d'attention, pour les utilisateurs, les contributeurs, où ça peut être un peu déroutant d'aller contribuer son contenu dans un document Word, mais finalement, ça marche très bien et c'est beaucoup, beaucoup plus rapide que par les méthodes traditionnelles. Voilà, ça c'est un exemple, je gère les deux en même temps, c'est un exemple de ce qui a été fait donc sur JCPero. Les résultats, c'est, alors je ne sais pas pourquoi c'est en bleu, mais pourquoi pas. On a donc une augmentation par 4 de la taille totale du catalogue, aussi grâce à l'implémentation d'Akineo. On a une multiplication par 3 de l'engagement utilisateur sur le temps passé sur le site, etc. On a augmentation de 33% du taux de conversion, notamment sur les ajouts au panier, plus 400%, et plus 40% sur le démarrage du checkout. Et enfin, on a multiplié par 2 les indicateurs de considération. Et enfin, la chose la plus, disons, la promesse d'EDS, c'est aussi de maintenir un taux de performance aussi bien sur le SEO, l'accessibilité, les bonnes pratiques et les performances générales du site à 100%. Voilà, je crois que j'en ai fini. Merci. Je te reprends la télécommande. Merci pour le témoignage, Étienne, du coup. Je vais vous partager juste quelques ressources. Donc là, il y a un QR code. Si jamais il ne fonctionne pas, je vous ai mis le lien ici. Mais je vais vous remettre le QR code pour avoir un peu plus de temps pour le scanner. Donc voilà, vous allez avoir sur Experience League une sorte de hands-on qui vous prendrait 20 minutes pour builder votre premier storefront. Donc, je ne sais pas si c'est bon au niveau du QR code, si vous avez pu scanner ça. Donc, voilà, hein, vous avez les instructions step by step. Il y en a pour environ 20 minutes. Et puis, vous avez toute la documentation aussi qui est associée, qui va expliquer en détail techniquement chaque élément. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Je vous conseille d'y faire un tour. Ça, c'est un QR code vers mon profil LinkedIn. Si vous avez des questions, si vous voulez nous contacter, je pense qu'il fonctionne aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, il nous reste quelques minutes pour avoir vos questions sur la présentation. Si vous aviez des questions, des retours, n'hésitez pas. Yes. Une question sur la partie document authoring. J'ai testé un petit peu, ça a l'air un peu magique. Est-ce qu'il y a des limitations sur la partie accessibilité et responsive sur la génération de succès?
Non, il n'y a pas vraiment de limitation, parce que comme on a la main totale sur le front-end, on peut gérer tous ces aspects-là directement sur le front-end. On n'a pas vu réellement de limitation. Voilà, on a les informations qui proviennent soit de Google Docs, soit de SharePoint, et après qui peuvent être traitées de la manière qu'on souhaite côté front-end. Oui. Bonjour. Si j'ai bien compris, on va avoir du document authoring ou de la contribution de contenu via SharePoint ou autre. Tout à fait, ouais. Est-ce que sur les autres briques applicatives, on peut mettre des solutions propres qu'on aurait développées custom soi-même? Et si oui, sous quelle forme, sous quelle techno, quelle stack? En fait, il n'y a aucun souci pour avoir à la fois du EDS et du document authoring qui coexistent avec un third party ou de la EM ou peu importe, une autre brique qui va venir éditer le contenu et le créer. Donc, il n'y a pas de souci pour faire exister les deux de ce point de vue-là. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Ou si... Par exemple, sur un exemple de Ouais. produit, on a peut-être besoin d'avoir des customisations sur une fiche produit. Ouais. Comment est-ce que ça se fait concrètement? Parce que faire du document authoring sur une fiche produit, j'ai du mal à comprendre concrètement comment ça fonctionne. Ça va être sur l'aspect content pour l'authoring. Et puis après, il y a les informations propres au produit. Les informations qui sont propres au produit vont pouvoir peut-être être récupérées via les services qui, eux, donc, sont découplés, qui sont exposés en API, qui vont venir, eux, récupérer l'information. Et le document authoring, on est plus sur l'aspect content. Donc après, ça dépend où est-ce que les informations vont être stockées. De quelle information on parle? Est-ce qu'on parle d'informations techniques sur le produit ou plutôt de l'aspect content, qui sont deux choses séparées? Mais nos drop-in components, justement, vont permettre de faire le lien entre cette partie content et cette partie, justement, commerce. Et on a la main sur ces drop-in pour pouvoir les... Tout à fait, c'est pareil. Donc, c'est du JavaScript, CSS, donc c'est des technologies assez standards. Et justement, vous avez la main pour les customiser, pour jouer avec, pour en créer des nouveaux, sachant qu'il y en a déjà qui sont prêts out of the box, en quelque sorte, pour vous faciliter le développement. Pas de souci. Oui. Vous parliez de HTML, CSS, est-ce qu'il y a des frameworks, des choix qui ont été faits quand même ou est-ce que c'est du vanilla C'est du vanilla. C'est du vanilla, c'est simple, efficace. C'est ça. Non. Justement, non. Justement, on remplace ces technologies comme le Knockout.js, Require.js, jQuery par des technologies qui sont justement standards. C'est plus facile de les maîtriser, de monter en compétences dessus. Et c'est plus répandu. Donc justement, c'est aussi un des aspects forts de EDS, c'est qu'on revient sur des technologies standards. Ouais. Et aussi, j'ai compris sur le début du PWA Studio, du coup en comparaison à cette nouvelle techno, il y a des plus, il y a des moins. C'est deux approches différentes, mais clairement, là, on voit qu'on a quand même un gain, un time to market qui est bien plus intéressant à utiliser EDS. Oui, et EDS aussi, comme on le voyait, en termes de performance, de scalabilité, de gestion des pipelines, c'est vrai que ça apporte aussi un plus comparativement à ce qui existe. Vous aviez d'autres questions, d'autres remarques? Ouais. Est-ce que ça peut marcher avec Magento open source? En fait, je vais remettre le schéma juste rapidement pour répondre à cette question. Hop, pardon. Et en fait, on est sur donc, juste pour illustrer, on est sur du headless. Donc en fait, on va communiquer via API, on va utiliser du GraphQL. Et donc en fait, notre storefront et notre front-end est découplé du back-end. Donc en fait, ça marche avec même des third parties. Il n'y a pas de sujet particulier. En fait, on va appeler et on va consommer en front-end. Donc oui, ça fonctionne. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions, d'autres remarques. Ou si c'était bon pour vous. Merci pour votre temps, merci pour votre écoute. Et puis de toute façon, on sera là la journée pour vos questions. Merci.